Très bien. Bonjour à tous. Bienvenue. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de l'opération qui a été menée à Mayotte suite au cyclone qui a eu lieu en fin d'année dernière et début d'année 2025. Donc, je représente les ONG signataires d'une charte. On va re-signer tout à l'heure une convention dont on va vous parler. Et j'en suis l'animateur et je voudrais remercier tous les gens qui sont là et vous qui êtes venus et puis saluer nos amis de Mayotte avec qui on a partagé des moments parfois difficiles. Mais voilà. Donc, pour ce qui concerne l'intervention qui a lieu, tout le monde sait à peu près que le cyclone a ravagé de manière très forte l'île le samedi 14 décembre. Et très rapidement, le président Bosland m'a contacté pour me demander de l'accompagner sur place pour aller voir ce qui s'était passé, sachant déjà que ça avait été très dévastateur et qu'il y aurait des actions à mener. Naturellement, la sécurité civile s'est mobilisée. Là, on parle de la réponse humanitaire, mais la sécurité civile s'est mobilisée en nombre de façon à apporter très rapidement assistance. Donc l'avantage qu'on a eu, c'est de pouvoir partir très vite dès le samedi. On a pu être sur place à La Réunion le dimanche matin, de façon à pouvoir constater un petit peu à distance en étant à La Réunion et commencer à constater ce qui se passait. Et la première chose que l'on constate, c'est que beaucoup d'infrastructures étaient impactées. Les sapeurs-pompiers faisaient ce qu'ils pouvaient sur place, mais bien sûr, le besoin était largement supérieur aux moyens dont ils disposaient. Et puis globalement, une désorganisation massive de la réponse opérationnelle, malgré toute la bonne volonté et la capacité de résilience de la population mahoraise. C'était malheureusement trop par rapport à ce qu'ils étaient capables de produire, d'où la nécessité de dimensionner des renforts en quantité importante. Donc, hormis le premier bilan qu'on avait, l'idée c'était de comprendre un petit peu ce qui allait se passer et surtout la problématique du back-office, du transport logistique, puisque là on est à La Réunion, l'aéroport à Mayotte est inutilisable ou très peu utilisable et qu'il faut d'abord régler la problématique de l'acheminement des moyens, l'acheminement des ressources humaines et matérielles. Donc ça, c'est pas un petit travail parce qu'il faut construire ce pont aérien et il faut pouvoir garantir aux équipes qui vont arriver la possibilité d'aller rapidement sur place, d'une part, et ensuite de se mettre à disposition des autorités locales, des mairies, des gens qui en ont besoin, et bien sûr aussi, on est avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, être capable aussi d'accompagner nos amis sapeurs-pompiers, parce que si les sapeurs-pompiers retrouvent une capacité opérationnelle, ils peuvent refaire des interventions et ça participe au retour à la normale. Donc la Fédération se doit aussi d'accompagner les sapeurs-pompiers, pour certains très durement touchés, et il fallait aussi avoir ce volet d'accompagnement social des sapeurs-pompiers. Donc, on a pu être rapidement sur place, rencontrer les autorités et mettre en place une stratégie pour pouvoir ensuite accueillir les secours tout en prévoyant un petit peu ce qui va se passer. Donc, on reviendra tout à l'heure un peu sur les différentes problématiques et types d'opérations qui ont été menées. Tout cela, je le répète, en parallèle de la réponse de sécurité civile. Donc, après cette reconnaissance importante sur place, ces contacts avec les autorités locales, mais aussi avec les intervenants locaux, on a pu identifier la possibilité d'aller entre La Réunion et Mayotte assez facilement, et puis petite particularité, de pouvoir constituer des équipes fédérées. Donc il y avait 4 ONG qui se sont regroupées sous un commandement unique et qui ont pu ainsi intervenir dans d'excellentes conditions parce que sur une stratégie unique, en rationalisant les moyens, en étant, sur des ONG qui ont l'habitude de faire de l'international, qui travaillent en parallèle des services de secours sans empiéter sur la mission des sapeurs-pompiers et qui ont dû pouvoir très rapidement distribuer un certain nombre de soins, un certain nombre de prestations. Je vais y revenir aussi dessus. Il y a différents axes qui sont choisis. On est dans la réponse d'associations agréées de sécurité civile. Il y a différents axes qui sont choisis. D'abord auprès des blessés, même si les services de secours se retrouvent une capacité à agir, continuent à apporter secours, et bien nous en parallèle, on peut mettre en place des dispensaires, par exemple. Maxime, le président du GIS, nous en parlera tout à l'heure. On peut agir auprès des blessés. On peut aussi agir nécessairement auprès des personnes impliquées. Ce sont des gens qui sont, pour certains, sans aucune possibilité de couchage à l'abri, avec des enfants, pour certains avec une grande fragilité, à mobilité réduite, population de personnes âgées. Donc il y a toute une sécurisation des habitats, des infrastructures, libérer les voies d'accès pour faciliter les évacuations, etc. Donc il y a tout un champ sur lequel aussi on a travaillé. Et
comme je vous le disais, auprès des sapeurs-pompiers. Je crois que beaucoup de sapeurs-pompiers ont été durement touchés, je l'ai dit, et il convenait de voir avec eux comment les aider pour permettre aux SDIS de assez rapidement reprendre un potentiel et ainsi revenir dans ses missions premières de distribution des secours. C'est un élément extrêmement important sur lequel la Fédération et le président Bosland a insisté dès les premières heures en nous disant « la famille des sapeurs-pompiers a été touchée, on ne peut pas les laisser comme ça et il est important, indispensable et très utile de pouvoir se projeter sur place et montrer la solidarité dans ce domaine-là. » Voilà, je vais laisser la parole à Maxime, qui est le président du GIS, pour vous parler un peu plus du contexte opérationnel. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Alors pour le contexte opérationnel, donc, le détachement a transité donc, sur la commune de Dembéni. C'est une commune qui est au sud, qui est à l'est, sur la côte est de Mayotte, à peu près au milieu de Mayotte. On peut le voir ici si ça fonctionne. Hop là, juste là. Donc le détachement a été logé dans une MJC, ça c'était un grand confort puisqu'on avait un bâtiment en dur. On est capable d'être logé et autonome sous tente, mais là c'est un confort d'être en bâtiment en dur. Et on a déployé donc sur la commune de Dembéni notre dispensaire fixe. Ce dispensaire il a été déployé tout le long de la mission et donc il était organisé comme une marche en avant. L'idée c'était de pouvoir prendre en charge le plus de personnes possible. Ce dispensaire, pour sa mise en œuvre, on avait donc 2 médecins, un chef de poste et 4 secouristes qui étaient déployés. Et donc il était organisé avec avec une marche en avant. Donc le principe c'est un secrétariat d'entrée avec un secouriste qui enregistrait les victimes et les personnes qui nécessitaient des soins. Ensuite, ces personnes étaient dirigées vers un secouriste qui faisait le premier bilan, l'anamnèse, et qui prenait les premières constantes. L'idée c'était au maximum de libérer les médecins sur des gestes finalement assez simples, prise de température, prise de pouls. Et ensuite, les victimes étaient orientées soit vers un médecin pour les pathologies médicales, soit vers un secouriste pour les choses un peu plus simples, les traitements de plaies, les pansements et également la traumato assez légère. Dès qu'il y avait un doute, la victime était forcément envoyée vers le médecin. Sur ces 12 dispensaires, il y avait également 11 dispensaires mobiles. Les ONG fidèles à leurs engagements d'égalité et d'équité pour les victimes ont agi donc sur 11 autres dispensaires dans les Bangas. L'idée c'était vraiment d'offrir des soins à tout le monde et que tout le monde puisse disposer de ces soins, notamment les populations immigrées qui refusaient de descendre en ville de peur d'être expulsés par la suite, ce qui n'a pas eu lieu du tout, je vous rassure. Cette articulation des dispensaires a permis la prise en charge de 1500 personnes, 630 consultations, donc c'est de la consultation de médecine avec de la suite de soins, notamment parce que de nombreuses personnes avaient perdu pendant le cyclone leurs ordonnances, leurs médecins, leurs médicaments, et donc il fallait renouveler tout ça pour pouvoir leur redonner de nouveaux médicaments. Et également 900 soins, des soins assez simples sur des plaies et des soins un peu plus compliqués sur des plaies graves qui s'étaient infectées suite au cyclone, puisqu'on intervient à plus d'1 semaine après le cyclone. Ces personnes ont été évacuées d'ailleurs sur l'hôpital de campagne de Mamoudzou. Et puis ensuite, notre dispositif a travaillé en collaboration avec d'autres acteurs du secours pour distribuer à la fois de l'eau potable et des vivres, notamment dans les Bangas où parfois la distribution d'eau était un petit peu compliquée. En parallèle des dispensaires, on avait également une équipe tous les jours qui travaillait sur des chantiers de dégagement de voies de circulation, par des opérations de déblaiement, de bûcheronnage et de tronçonnage, et également des chantiers de sécurisation des bâtiments publics. L'idée c'était que le plus rapidement possible, la population mahoraise puisse retrouver, alors je ne vais pas dire une vie normale, mais en tout cas une vie qui s'en rapprochait. Le bilan de ces 4 missions d'urgence, donc qui se sont étalées sur 1 mois, une évaluation précoce et une prise de décision rapide, ça c'est grâce aux évaluateurs, les 2 évaluateurs qu'on envoie sur place tout de suite, qu'on appelle nous les voltigeurs. On peut penser que c'est une perte de temps, mais en réalité ça nous permet tout de suite de prendre les premiers contacts, de savoir à quel endroit on va pouvoir donner notre matériel, mettre en place nos dispensaires, prendre contact avec les autorités. Et ça permet une chose qui est hyper importante, c'est de venir avec le bon matériel.
d'évaluer les besoins et d'apporter le matériel qui sera utile et nécessaire sur place. Parce qu'arriver vite, c'est bien, arriver avec le bon matériel, c'est encore plus efficace. Cette collaboration, ça nous a permis d'engager 60 bénévoles pendant les périodes des fêtes, ce qui n'aurait pas été le cas pour une ONG tout seul. On n'aurait pas pu engager autant de personnel. La collaboration inter-ONG qui est réussie, oui, ça c'est dû à un commandement unique. Quand on n'a qu'un commandement, on va tous dans le même sens, donc forcément ça fonctionne. Et puis ensuite, une grande agilité et l'adaptabilité du détachement. Effectivement, ça c'est grâce à la taille de notre détachement. Les détachements, c'était 15 personnes à peu près, avec 1,5 tonne de matériel. Ça permet, dans des conditions de transit et de transport aérien, de facilement pouvoir s'adapter, refaire les caisses, refaire le colisage, comparé à des détachements plus lourds qui vont avoir plus de difficultés à eux se déplacer et s'adapter. Un réseau de communication assuré, ça c'est grâce à la Fédération nationale. Les 4 ONG parlaient de la même voix et communiquaient de la même voix grâce à la FNSPF. Et puis ensuite, une étroite collaboration avec les services sur place. On a collaboré avec les forces de l'ordre, avec le SDIS de Mayotte qui nous a mis des moyens à disposition, et avec les pompiers de Mayotte, avec la commune, avec le CCAS. Grâce à ça, tous les acteurs se sont mobilisés et ont travaillé dans la même direction. On n'avait pas tous le même champ d'action, par contre on a tous travaillé ensemble et c'est ce qui fait que cette mission était réussie. Puis un engagement fort des partenaires et notamment la Fondation Renault qui a participé de manière importante à cette mission à Mayotte. Et puis l'équipe back-office, on en parle rarement, mais ces gens-là, c'est ceux qui sont dans l'ombre, qui partent pas en mission, qui réservent les billets d'avion et qui font en sorte que les missions se passent bien quand on est sur place. Alors ensuite, je laisse la place à Véro qui vient de là. Rebonjour à tous. Je vais voir. Porter secours, c'est ce qu'on sait tous faire quand on est sapeur-pompier. Donc les garçons vous ont décrit toutes les actions qu'ils ont menées, on va dire en premier rideau au moment de l'événement. Mais les pompiers, c'est aussi du soutien sanitaire aux sapeurs-pompiers, mais c'est aussi un soutien à la population. Nous avons des partenaires qui nous ont aidés, je les citerai, je les remercierai après. Dans les partenaires que nous avons eus, notamment il y avait la GMF, qui a souhaité œuvrer au profit de la population. Comme ont dû vous le dire les garçons, après Chido, tout était dévasté. Donc des problèmes d'eau qui existent toujours, mais peut-être qu'Amdou en parlera, des problèmes sanitaires, des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Moi, je suis partie donc à Mayotte avec des équipes de PHF. Je suis un peu tombée du ciel. Je ne m'attendais pas à cette situation. Et toute la richesse de la branche humanitaire m'a permis d'acquérir quelques compétences, toutes petites compétences. En attendant, donc, on est parti à Mayotte pour soutenir la population. Et on a distribué des kits d'hygiène de base à la population. C'était sur la ville de Dembéni qu'on a fait en interface avec le CCAS de Dembéni. C'était des choses simples, brosse à dents, dentifrice, des couches pour les bébés, du savon, des produits détergents. L'objectif était de pouvoir prévenir les risques infectieux, puisque quand les conditions sanitaires sont très dégradées, le risque, c'est le risque épidémique. Donc nous avons distribué. Là, c'était 1500 familles. En fait, on a distribué 4500 kits d'hygiène bucco-dentaire. On a été dans toutes les écoles de Dembéni, faire de la distribution, rappeler c'est quoi l'hygiène de base, faire de l'éducation de base. Ça a été une très belle aventure qu'on a fait avec nos petits camarades mahorais. Et savoir que ce que l'on fait est utile est extrêmement important. Donc voilà les kits d'hygiène. Donc tout était très bien organisé. Moi je n'imaginais pas qu'il faille le faire sous protection, mais la situation était tellement dégradée que tous les jours on partait dans les bangas, dans les quartiers qu'avait préparé le CCAS, et on allait au contact de la population pour pouvoir faire notre distribution. Donc je remercie, il y a Kiki, il y a Catherine, il y a Gilles, il y a Raymond, et effectivement comme tu l'as dit Max, il y a toutes les équipes en base arrière qui préparent le voyage et qui fait qu'on peut aller jusque là-bas. À côté de la population, à côté des premiers secours qui ont été apportés, nos collègues mahorais, ils avaient besoin aussi d'un soutien. Donc
on a fait un appel au réseau au niveau de la solidarité. Tout à l'heure, avec Amdou, on était à la commission JSP. Ils avaient tellement besoin, finalement, les Mahorais, de pouvoir reprendre vie et reprendre pied, qu'ils avaient souhaité créer une première section de JSP et ils avaient besoin qu'on les aide. Le président Jean-Paul Gosselin a fait un appel à la générosité du réseau qui nous a permis de faire l'acquisition d'une dotation complète par JSP et ça a permis aux équipes en local de pouvoir créer cette première section. Et aujourd'hui, on a fait encore mieux puisque finalement, on les a aidés à aller jusqu'au bout de la dynamique, puisqu'aujourd'hui, il y a 4 sections de JSP. Donc si je compte bien, ça fait 66 gamins qui sont dotés. Donc le casque, la tenue, les chaussures, la tenue de sport. Merci à Decathlon. Et donc ça a permis à ces gamins d'avoir une tenue homogène à l'instar de nos JSP métropolitains. Donc on a fait cette remise. Je peux vous dire que quand on voit les larmes aux yeux, dans les yeux des parents, des gamins ou de tous ceux qui sont présents, des animateurs JSP, ben on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait le job. Ensuite, comme tous les Mahorais, nos collègues sapeurs-pompiers ont eux aussi été touchés par le cyclone, avec certains qui ont tout perdu. Parce qu'un cyclone, il ne balaye pas que les toits de la population, il balaye aussi des fois les toits de ceux qui portent secours. Ce qui fait que là encore, la fédération, à travers l'œuvre des pupilles, s'est mobilisée. Et donc on a une équipe de l'œuvre des pupilles qui s'est déplacée à Mayotte pour pouvoir étudier les dossiers et pouvoir assister nos petits camarades et pouvoir les aider, soit à la reconstruction, soit à la dotation, soit au renouvellement d'équipements. Et enfin, je vais laisser la parole à Amdou. Ça a été encore une déclinaison du soutien aux sapeurs-pompiers mahorais, mais je vais laisser parler Amdou. Donc bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir et comme ça a été dit tout à l'heure, après le cyclone, l'eau déjà qui était entre guillemets un denrée rare sur Mayotte s'est accentuée sur ce phénomène. Donc on a eu cette chance d'être aidé, d'avoir de l'eau, parce que en parlant ici, on voit comme si c'est quelque chose de banal. Mais à Mayotte, à l'heure où je vous parle, nous avons maintenant 4 jours sans eau. 4 jours sans eau. Donc, et un jour avec de l'eau. Donc, ce qui fait que la crise s'est accentuée. Bon, certes, c'est pour pouvoir, entre guillemets, faire... comment dire, il y a les installations qui doivent être révisées. C'est le pourquoi on en a 4 jours. Mais depuis que le cyclone est passé jusqu'à aujourd'hui, toujours on a des journées sans eau à Mayotte. Donc avec les partenaires, surtout BFM, cela a permis aux pompiers qui sont, parce que jusqu'à aujourd'hui, qui sont quand même des victimes sauveteurs, parce que jusqu'à présent, il y en a quand même... qui n'ont pas retrouvé une vie stable après le cyclone Chilo. Donc avec cette aide-là, on a pu distribuer de l'eau aux sapeurs-pompiers. Parce que juste après le passage de Chilo, l'eau était devenue rare. Parce qu'il fallait déjà donner une eau à la population, mais aussi aux équipes qui étaient envoyées en renfort. Ce qui faisait que les pompiers se trouvaient, entre guillemets, les pompiers mahorais bien sûr, se trouvaient sans eau. Et cette aide-là a permis donc, de pouvoir aider petit à petit les pompiers mahorais à avoir cette denrée rare, parce que déjà, c'était pour eux, mais aussi pour leur famille. Donc, et certes... Oui, vas-y. Voilà, ok. Donc, ça avait pris du temps, mais lorsque c'est arrivé, au moins on a pu avoir une continuité sur une plus grande période, donc d'avoir cette disponibilité en eau. Donc voilà, je pense que... Alors, tout ça n'aurait pas pu se faire sans le soutien de nos partenaires. Certes, le réseau s'est mobilisé. Ça, c'est une certitude. À chaque fois qu'il y a un gros pet, le réseau, il est là. Tout ce soutien s'est fait grâce aussi à la mobilisation de nos ONG sapeurs-pompiers. Et tous ceux qui sont là, je les remercie aussi. Mais tout ce qui a pu se faire, c'est fait grâce au soutien de nos partenaires,
on va dire dès les premières minutes de Shido, on a des partenaires qui nous ont appelés pour nous dire comment peut-on vous aider. Ces partenaires, ils sont cités. On a la Fondation Renault, bien évidemment, qui a permis de payer toutes les rotations, tous les billets d'avion. On a eu la BFM, qui a payé 2 containers d'eau. On a eu la GMF, qui a payé tous les kits d'hygiène, mais aussi qui a complété pour l'acquisition des dotations des jeunes sapeurs-pompiers. On a Salomon, Guy Leroy, qui nous ont aidés à constituer les dotations. J'essaye d'en oublier aucun. Décathlon sur des tenues de sport pour nos gamins. La boutique, j'ai pas oublié, il y a MSA, évidemment, les casques. Et GRDF, qui a permis la location des véhicules. Parce que quand on s'est retrouvé sur l'île, quand c'est le désastre, quand tout a été ravagé, il n'y a plus de bagnoles. Donc les bagnoles, il faut pouvoir en trouver. C'est au premier qui paye. Et si là, on a la carte bleue pour payer, si on a les sous pour payer, eh ben, on peut avoir des voitures au niveau de la location. Et là, ça a permis GRDF de pouvoir louer les voitures dès la première heure où le président est arrivé sur le territoire avec Jérôme. Je vais laisser maintenant la parole au président. Non, je les remercie. Je parle de quoi? Allez, bonjour à... Oula, il y a du son là, c'est bien. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je ne connais pas grand-chose dans le monde des ONG. Et donc j'apprends grâce à Jérôme. Tiens, viens à côté, Jérôme, s'il te plaît. Viens voir, sois pas timide. C'est un petit jeune, il faut qu'il apprenne. Voilà, c'est... Donc si Jérôme m'a tout bien expliqué, nos ONG, c'est tout simplement des femmes, des hommes qui s'engagent bénévolement sur leur temps de congé pour aller porter une mission qui est souvent apprise dans la couleur bleue des sapeurs-pompiers. Et c'est une mise en œuvre concrète sur le terrain de ce savoir-faire et surtout un apport d'expérience. Et c'est surtout... Hamdou, il est reparti. Viens voir, Hamdou. Viens là. Voilà. On était sur scène avec Hamdou il y a quelques minutes, côté jeunes sapeurs-pompiers. Et ça nous permet d'être présents sur le terrain. Et surtout, l'action que veut porter la fédération, c'est de faire profiter à nos ONG qui sont signataires de la charte, profiter de notre réseau fédéral. Le réseau fédéral, c'est qui? C'est Hamdou, qui est le président de l'union départementale de Mayotte. Et vous savez toutes et tous ce qui s'est passé à Mayotte, sauf s'il y en a qui habitent dans une grotte. Mais le passage de Shido a provoqué d'énormes dégâts. Et très rapidement, on s'est mobilisé, pour aller sur le terrain à côté de nos collègues mahorais. Ça me permet de saluer le président, de saluer une bonne partie du SDIS présent. Merci Abbas pour toute ton aide sur le terrain. Et c'est parce qu'on a un vrai maillage sur le territoire, sur l'ensemble de l'Hexagone, mais aussi dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer. Et c'est ce qu'on met en avant avec nos ONG pour être beaucoup plus efficace. Tout ça, c'est possible, Véronique vous l'a dit, que si on a un réseau de partenaires. On a pu mobiliser sur Mayotte grâce à l'action fédérale, grâce aussi au sérieux de nos unions départementales, grâce au sérieux des ONG. Le message que je voudrais porter, c'est pas parce que vous avez un membre d'une ONG qui est dans une tenue différente, qui n'est pas en bleu, qu'il n'a pas le savoir-faire. Et c'est un savoir-faire professionnel qui est mis bénévolement au bénéfice de tous les sinistrés. C'est ce qu'on porte au quotidien. Alors, Jérôme, il n'a plus de cheveux parce que c'est à force de s'arracher les cheveux sur les missions. Et je vais lui passer la parole pour expliquer ce qui s'est mis en œuvre. En tous les cas, moi, au titre de président et devant les membres du comité exécutif et du conseil d'administration qui valident nos propositions, nous serons aux côtés de nos ONG. Alors, malheureusement, je dirais, avec Mayotte, nous avons franchi un pas avec nos partenaires, une vraie action de confiance, du concret, puisqu'on travaille en interne. Quand on le fait, c'est nous qui portons. On a choisi d'accompagner nos jeunes sapeurs-pompiers, ça a été dit. Pourquoi? Parce que c'est les futurs pompiers mahorais demain. Et c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'avons porté. On l'a distribué sur place et on sait qu'aujourd'hui, avec le réseau sur le terrain, c'est quelque chose qui va dérouler. Je crois qu'on va aller un tout petit peu plus loin après, mais je ne veux pas tout griller les diapositives parce que moi, je ne parle pas de slide. Hein. Moi, je parle français, je parle bien de diapo. Plus concrètement, je passe la parole à celui qui fait le boulot. Moi, je ne suis que le président, je ne fais rien. Je ne fais que de donner des missions. Jérôme?
Merci, Président. Je vais commencer par vous contredire, si vous me permettez, parce que l'expérience humanitaire que vous avez et qu'on a pu partager sur plusieurs missions, elle est aussi à l'origine de cet élan et de cette volonté qui est portée aujourd'hui par la Fédération. Donc merci, Président, parce que tout ça a une histoire qui s'est construite à travers des actions humanitaires, à travers le GIS, etc. Et c'est important de le préciser. Je pensais que c'est normal. Aujourd'hui, en fait, le choix d'aller sur une branche humanitaire avec des associations qui ne sont pas toutes vers l'urgence, il y en a qui font du soutien, il y en a qui font du développement, mais l'idée, en fait, c'est de dire, sur le territoire, on pourrait se fédérer, on pourrait s'affilier à la fédération tout en gardant pour tout le monde leur autonomie. Chaque ONG est autonome par définition statutaire et puis par choix, mais pour autant, quand il y a une sollicitation, quand il y a quelque chose, une gestion de crise assez importante, il serait utile de pouvoir se rassembler comme on l'a fait à Mayotte, mais peut-être de manière un peu plus organisée. Donc en fait, le choix du président, c'est dans cette branche humanitaire, c'est de dire, grâce à nos partenaires, en particulier la Fondation Renault, eh bien, on peut disposer d'une force qui va être disséminée sur le terrain, qui pourra au quotidien utiliser les véhicules ou le matériel qui est financé aussi par la Fondation Renault dans ses actions du quotidien, qui se diffèrent les unes des autres. Et lorsque le besoin se fera sentir, lorsque la fédération estimera que sa branche humanitaire doit être déclenchée, eh bien tout ce personnel qui aura eu l'habitude de travailler ensemble sera capable de se rassembler dans une colonne d'intervention d'urgence et qui pourra, en étant agréé de sécurité civile, en parallèle du travail de la sécurité civile, dans un rôle vraiment d'association de sécurité civile, porter les couleurs de la fédération, chacun pourra, dans cette colonne, pour pouvoir intervenir en soutien des populations. Donc je crois qu'il faut souligner ça. C'est vrai que c'est inédit, hein. Moi je pense que c'est inédit. À la fois on optimise au quotidien l'emploi des matériels, la formation des personnels et ses compétences acquises par tous ces bénévoles, et on est capable de fédérer tout ça et d'avoir une vraie action, une vraie force. Et ça, c'était l'objectif qui est porté par la fédération. Ouais. Du coup, l'officialisation et la signature, maintenant, c'est ça. Alors, je souligne le travail de Véro, elle ne voudra pas le dire, mais elle a fait un travail considérable. Et je vous garantis, quand elle est sur un dossier, que ce soit le week-end, la semaine ou la nuit, on est régulièrement sollicité pour dire, voilà, il faut que ça avance, etc. Et je souligne cet engagement qui est exceptionnel. Le choix, c'était de dire, on signe une convention d'affiliation. Donc, il y a 8 structures aujourd'hui, des ONG qui ont choisi de rejoindre ce réseau fédéral à travers cette convention d'affiliation. Et je propose au président, ainsi qu'aux représentants et présidents des ONG, de bien vouloir venir signer cette convention.
on va revenir ici. La maison, c'est là-haut. C'est bien parti. Ce qu'on a fait avec la santé. Vous faire des appétits, c'est pas grave. On va revenir là. Président. Je vais vous demander de toutes les ONG de revenir. Je vais demander au président de la fédération. Président Bosselan. Alors après cette... Ne collez pas au mur. Avancez-vous, vous n'êtes pas collés au mur, les gars. Alors finalement, la première action concrète, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément les deux pieds dans le même sabot, la première action concrète, suite à cette signature, à cette convention d'affiliation de nos ONG sapeurs-pompiers, le premier projet qui a été mis en place, qui est mis en place aujourd'hui, se fait grâce à la Fondation Renault. Donc comme vous l'a dit tout à l'heure Jérôme, l'idée finalement c'était de pouvoir, à travers un mécénat, pouvoir fournir à nos ONG les moyens de pouvoir travailler au quotidien ou dans leur mission. Et donc le premier projet, ça a été la constitution de la colonne d'intervention d'urgence. Cette colonne d'intervention d'urgence, elle est composée non seulement de véhicules, donc on a travaillé, c'est vrai que Max, Jérôme, il faut que je dise aussi un petit merci à Eric Brocardi qui est planqué derrière, mais ça a été de définir quels étaient les besoins des ONG. Donc Jérôme et Max faisaient l'interface avec vous tous. C'était quel type de véhicule nécessaire, quel type de matériel il pouvait manquer aux ONG. Donc il y avait des caisses de conditionnement, je peux le dire, hein, c'est la société Zargues qui nous a fourni, et aussi du matériel de communication, parce que quand on arrive dans un pays qui est complètement sinistré, le premier besoin c'est de pouvoir avoir de la communication. Donc ce soutien très important de la Fondation Renault, ça a été l'acquisition d'une colonne qui est composée de 13 véhicules, donc 5 véhicules de type VTT, type Duster, 4 trafics et 4 masters pour pouvoir transporter du matériel, du personnel et faire des missions de reconnaissance, du matériel de communication et du matériel de conditionnement pour tout le bazar que l'on doit amener quand on part en mission. Donc un grand merci à la Fondation Renault, avec Sophie qui est là parmi nous. C'est grâce à vous que ces projets se font. Alors on a été vite, hein, 10 jours je crois pour présenter le projet. Et puis en même pas 6 mois pour commander les véhicules et quasiment être livrés, puisque aujourd'hui on va faire la remise officielle de la clé des véhicules à l'ensemble des ONG. Allez, venez mettre la main dessus les gars. Je vais vous passer la parole après. Sophie, je voudrais, au nom de toutes les ONG qui sont présentes ici, vous remercier pour votre confiance. Comme l'a dit Véronique, on a travaillé très rapidement. Surtout Jérôme, il y a eu Max, Brocardi, Véro. En 10 jours, si j'ose une petite boutade d'actualité, nous sommes plus performants que pour nommer un gouvernement en France. On a construit, évalué nos besoins avec nos partenaires des ONG, défini exactement ce qu'il y a de concret sur le terrain. Et merci à la Fondation Renault de nous avoir fait confiance. Clairement, il n'y avait
plusieurs organisations qui se présentaient quand nous sommes allés avec Véronique défendre le projet. Merci de votre confiance. Je me porte garant pour l'ensemble des ONG qui sont signataires de la charte. Vous pouvez être rassurés, c'est des femmes et des hommes qui s'engagent très vite, qui vont soit sur de l'intervention, soit de la formation, soit sur des choses programmées. Ils le font bénévolement, donc ça coûte pas cher quand c'est bénévole, et c'est forcément des personnes qui sont motivées. Parce que si vous vous engagez bénévolement et que vous n'êtes pas motivé, on peut se rapprocher du côté de la psychiatrie. Donc merci beaucoup, parce que concrètement, ça va nous permettre de reconnaître directement l'action de celles et ceux qui sont autour de moi et d'une bonne partie d'entre vous dans la salle. Vous aurez des véhicules neufs qui vous permettront demain d'aller assurer de la mission. Parce que bien souvent, nos présidents des différentes organisations sont obligés d'aller, je ne vais pas dire mendier, mais en tous les cas négocier des véhicules, du matériel. Et demain, grâce à votre action, grâce à votre soutien, ce seront des véhicules Renault, bien naturellement. Oui, je tiens à le dire quand même. Mais aussi c'est des caisses. Alors, pour ceux qui font un peu de terrain, ceux qui bourlinguent, comme on dit dans l'humanitaire, c'est aussi des caisses Zargues qui sont adaptées à la mission. C'est des caisses en aluminium qui résistent au choc et qui voyagent très bien dans les avions. Et nous avons, comme l'a dit Véronique, un système de transmission qui nous permet de communiquer. On le fait en toute transparence avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Pour l'événement Chido, le directeur général, Julien Marion, était présent et on a échangé avec Jérôme lorsqu'on a fait la mission d'évaluation à la préfecture de La Réunion avant d'être projeté sur le terrain. Donc il n'y a pas de surprise. En tous les cas, merci. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Et merci une fois de plus à la Fondation pour votre soutien. C'est le deuxième, hein, je note. Hein. J'aurais peut-être tendance à dire qu'on ne dit jamais 203, mais voilà, je fais confiance à Véronique. Merci beaucoup. Non, merci à vous. D'abord, tout ce qu'on voit là est remarquable. Je pense que nous, Fondation Renault, on est extrêmement fiers du partenariat qu'on a ensemble, qui est en effet le second, et on espère bien, on va travailler ensemble pour le troisième. Voilà. Donc c'est vrai que le secours fait partie des piliers prioritaires de la Fondation. Ça fait clairement partie de notre feuille de route. On est très, très heureux de pouvoir vous accompagner et peut-être rendre les choses un petit peu plus réactives peut-être. Je pense que c'est ça dont... Enfin, en tout cas, c'est l'expression de ce que vous nous avez dit en nous présentant ce projet. Donc on est très, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et voilà, et on vous souhaite beaucoup de courage pour toutes ces missions qui sont vraiment très impressionnantes et remarquables. Merci à vous. Oui. C'est la clé en bois, hein, c'est pas une vraie, parce que le camion n'est pas aussi gros. Mais plus sérieusement, je crois qu'on va aller chez vous pour faire une petite réunion et remettre l'ensemble de la flotte à toutes nos ONG signataires de la charte, et voilà, pour mettre en avant votre aide. Je crois qu'il y a des Mahorais qui souhaitent venir. Hamdou, il est où Hamdou? Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Nora, Abbas, viens là, parce que viens là. Je sais que tu veux rester dans l'ombre. Il veut rester dans l'ombre, mais il nous a fait un gros boulot sur le terrain là-bas. Approchez-vous, soyez pas timide. Monsieur le Président, je passe la parole au Président. Non. Ou toi? Moi, c'est bon, le Président procéduralement. Allez. Merci. Je suis M. Abdul Kamardine, président du SDIS de Mayotte. Merci, Monsieur le Président, d'avoir mis à l'honneur cette année Mayotte au sein de ce congrès, et d'avoir relaté les faits qui se sont passés après le passage du cyclone Chido. Merci aux collègues qui ont fait le déplacement jusqu'à ici au Mans pour ce 131e congrès de sapeurs-pompiers de France. Chido, effectivement, est un événement qui a été très lourd pour la population de Mayotte. Le Premier ministre en exercice à l'époque, M. François Bayrou, avait qualifié cet événement d'événement la plus catastrophique qu'a connu la France après la Seconde Guerre mondiale.
c'est pour vous dire à quel point l'image elle est très forte. Pour l'avoir vécu, et quand on est là aujourd'hui, on est debout, on remercie le ciel parce que c'était vraiment un phénomène climatique très dangereux qui n'a rien laissé au passage. Au lendemain du passage du cyclone, l'île était complètement ravagée. On avait l'impression d'une scène, d'un passage d'une bombe nucléaire. On dirait que l'ensemble de Mayotte avait pris le feu. Aujourd'hui, si on va à Mayotte, la végétation reprend petit à petit. Ça change complètement de ce qu'on a vécu au lendemain du 14 décembre 2024. Merci à l'ensemble des personnes, aux ONG qui se sont mobilisées pour venir en aide à la population de Mayotte et venir aussi renforcer les équipes du SDIS de Mayotte. Merci, Monsieur le Président, pour votre soutien au lancement des jeunes sapeurs-pompiers de Mayotte, qui fait aujourd'hui la fierté de plusieurs jeunes de notre île. Nous sommes bien évidemment très reconnaissants de cette solidarité qui s'est manifestée envers la population de Mayotte, qui, je le rappelle, Mayotte est un territoire français depuis 1841, ça il ne faut jamais l'oublier. Nous avons toujours manifesté notre attachement à la République française et plus que jamais aujourd'hui nous avons besoin de vous. Le président de notre union départementale tout à l'heure a rappelé que nous vivons des situations difficiles, notamment au niveau de l'eau. Aujourd'hui, selon les secteurs où on habite, on a l'eau uniquement une ou deux fois par semaine. C'est vous dire que il y a vraiment des problèmes sur ce territoire et que l'aide nationale, d'où qu'elle vienne, elle est très importante pour nous. On vous remercie pour cet élan de générosité à l'endroit de Mayotte. Merci beaucoup. Président, merci pour ces quelques mots. Monsieur le tout nouveau directeur de cette belle île, vous avez une équipe formidable. On a pu tester puisque avec Jérôme, on est allé en précurseur tout de suite après l'événement. Dans l'humanitaire, on est des voltigeurs, c'est-à-dire qu'on va aller voir sur le terrain ce qui se passe pour adapter la réponse opérationnelle. Il y en a un qui est dans l'ombre. Il est juste à côté de moi, je sais qu'il aura ça, donc tant pis pour toi. Hein, ça va être pour... Merci beaucoup à Abbas, merci à Amdou. Après avoir vécu l'événement, ils ont assuré la réponse opérationnelle sapeurs-pompiers, en plus d'avoir été touchés à titre personnel dans leur famille, et en plus, ils nous ont pris en compte avec Jérôme pour nous accompagner, et c'est grâce à vous, grâce à votre travail, qu'on a pu travailler correctement derrière et s'implanter. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés, pour avoir pris le temps malgré la fatigue, malgré l'impact de vos familles. Et merci, c'est vraiment un esprit de fraternité très très fort. Et Président, vous avez dit que c'est une île française. Je l'avais vu quelques mois en arrivant. Vous savez que j'habite moi sur un territoire, il y en a quelques-uns ici, qui est français depuis beaucoup moins longtemps que vous, que depuis 1860. C'est le côté des Savoies, donc voilà, vous êtes beaucoup plus français que nous. En tous les cas, merci une fois de plus pour tout votre travail, merci Abbas, merci Amdou, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et nous avons fait simplement de venir vous aider dans un moment compliqué. Merci à vous toutes et tous. Donc je vais demander aux partenaires qui ont contribué à l'opération, tous ceux qui étaient... Non, ici, non? Quoi, Eric? Ah oui. Donc j'ai demandé, Sophie est là, Aurélien, Aurore, tout ça, je veux que vous veniez. Voilà, Guy Leroy, Salomon, Eric vient ici aussi.